Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir mes chers auditeurs, c'est excellent de vous retrouver ce soir, comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio, pour passer une heure ensemble, une heure pour découvrir les parcours et les destins hors du commun de ceux et celles qui incarnent l'excellence française sous toutes ses formes. Car c'est l'implication qui crée les chemins et fait la différence, et les histoires de vie qui caractérisent l'esprit français. J'aime à les mettre en lumière ici pour vous, pour nous, pour que la flamme de l'excellence ne s'éteigne jamais. Et puisqu'on parle de destin hors du commun, il y en a un qui incarne cette exception française qui s'est exportée à l'international par la force de sa volonté et de son travail. Et c'est le 6 fois champion du monde poids lourd léger de boxe anglaise, l'as du noble art, devenu aujourd'hui délégué régional pour les quartiers populaires à la région Île-de-France. Et j'ai nommé Jean-Marc Mormec, qui nous fait le plaisir d'être en studio sur Sud Radio avec nous ce soir. En bulle et manière, nous irons à la rencontre d'un tailleur parisien d'exception, créateur depuis 3 générations de costumes sur mesure pour ces messieurs et ambassadeur d'un indéniable art de vivre à la française. Il s'agit de Charles Deluca, à la tête avec son frère Julien, du tailleur Camps Deluca. Puis en seconde partie de cette émission, l'histoire d'une réussite arrachée à la vie par la force du poing. Lui aussi, un homme qui prouve à sa manière que l'ascenseur républicain existe, surtout grâce à la force de la volonté de ceux qui veulent le prendre. Et c'est l'étonnant président directeur général de Century 21, Laurent Vimont, qui sera aussi à mes côtés ce soir pour nous raconter comment on crée sa propre route. Mais pour l'instant et sur le champ, on débute avec le gentleman boxeur Jean-Marc Mormec. C'est excellent, bienvenue chez vous. Ah, j'étais obligée de la mettre. J'étais obligée. Bonsoir Jean-Marc Mormec. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Ah, ça résonne cette petite musique de Rocky, quand même. Ouais. Rocky Balboa, avec lequel vous avez quelques similitudes, état d'esprit, volonté, détermination dans la souffrance, et j'ai envie de dire. Finalement, vous en pensez quoi? Ça vous ressemble? Ah mais parfaitement. Enfin, Rocky, pour moi, ça a été une révélation. Je pense. Ouais. Pour la boxe, enfin la détermination, l'abnégation et la volonté de vouloir réussir, qu'on part du bas. Moi, Rocky m'a inspiré, mais vraiment. Une belle métaphore pour vous, quoi. Puis finalement, c'est une belle métaphore de votre chemin aussi. Oui, aussi, parce que moi, je sors aussi de la banlieue, et c'est vrai que des fois, je courais sur les marches, je pensais à Rocky. Enfin, je me disais voilà, je me prenais pour Rocky. Vous les avez tous vus? Oui, ouais. tous. Oui. Même les derniers, là, en tout cas, qui sortent. Il y a donc un état d'esprit propre au boxeur. On est d'accord, Jean-Marc Mormec? Oui. Ouais. Mais je pense déjà la volonté, avoir envie, et puis. Je pense qu'on cherche toujours l'excellence. L'excellence, c'est d'être champion du monde. Ouais. Et c'est excellent. C'est ça, c'est l'excellence. Alors, vous avez grandi effectivement dans une cité du 93 et pendant l'enfance, vous vous leviez la nuit, j'ai appris ça à cause du décalage horaire, avec votre papa, Fulbert, pour regarder en direct les matchs des grands boxeurs américains, dont Tyson, qui vient de faire un retour très médiatisé, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que c'est votre papa qui vous insuffle la passion ou c'est lui qui vous aide à concrétiser un amour déjà existant, peut-être? Comment ça se passe? Je veux dire, pour revenir à la genèse de cette histoire, ça s'est fait par hasard. Parce que j'ai... On va dire entre guillemets, c'est toujours peut-être suivre les traces de mon père parce qu'il faisait du foot et moi j'avais commencé le foot et je jouais pas mal au foot. À l'époque, il y avait le Matra Racing, je jouais contre le Matra Racing, etc. Et puis un jour, je crois que c'était les années 86 ou 85, il y avait ce fameux combat Marvin Hagler contre Tom Ernst. Tout à fait. Et puis je me lève comme par hasard pour aller aux toilettes et je reste dans ce couloir et puis mon père n'entend pas la chasse et il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis mais et toi? Et puis il m'invite à regarder ce combat. Et sincèrement, bon, je me suis assis. Vous découvrez la boxe comme ça? Voilà, j'avais jamais vu un match de boxe. J'avais 13 ans. J'avais jamais vu un match de boxe de ma vie. Donc je me suis assis sur ce canapé et j'ai vu ce combat 3 rounds. On dit les 3 rounds les plus violents de l'histoire. Mais c'était 3 rounds mais vraiment fabuleux. Et à la fin, quand ce combat se termine, parce que pour moi il y a plein de suspense et il y a plein de choses. Et je lui dis mais tu sais que je serai champion du monde? Et puis lui il rigole, il me dit mais champion du monde de quoi? Il me dit de foot, parce que je joue au foot et ça se passe bien. Non, je lui dis de boxe. Il me dit mais tu peux pas être champion du monde de quelque chose que tu pratiques pas. Ouais. Et à 15 ans... Vous avez commencé juste après. À 15 ans, je m'inscris à la boxe. À 13 ans, vous vouliez être champion du monde déjà? À 13 ans, je le dis. À 15 ans, je m'inscris. Et à 30 ans, je deviens champion du monde. Incroyable. Puis donc, vous commencez à vous entraîner à 15 ans, après la mort d'un ami, c'est ça? Il y a un déclencheur ou vous étiez déjà... C'est un déclencheur ou vous étiez déjà dans cet état d'esprit-là, au départ, quand j'ai vu ce combat, j'en parlais à tous mes potes. Mais la boxe, à 4 heures du matin, personne ne pouvait se lever pour aller regarder. Alors que moi, c'était par hasard. Donc, j'avais été acheter des gants à Decathlon. Ouais.
comme j'avais pas les moyens d'en acheter 2 paires, j'achetais une paire de gants et j'organisais des convois dans la cave avec une paire de gants, on mettait une serviette et puis on se ritait pour voir qui est le plus fort. Un gant chacun avec une serviette autour sur l'autre et puis on se ritait comme ça, on se faisait des combats à l'arrache. Ah ouais. Et bon, j'ai été quand même assez victorieux. Bon, des fois sur le combat, bon, ça arrivait peut-être au bon moment. Et puis ça m'a donné envie. Et puis j'ai été m'inscrire après au club. Et finalement, Jean-Marc Mormec, c'était la boxe ou la rue, c'est ça, pour vous ? Après, on peut dire, en tout cas, la boxe m'a vachement motivé. Je pense que ça m'a cadré. J'étais plein d'énergie. J'avais envie de faire des choses, mais je savais pas quoi faire parce que quand on est en banlieue, on se raconte nos vies. On est dans les halls d'immeubles et puis ça, on raconte le vie. Je veux être ci, je veux être ça, mais en fin de compte, on raconte des choses qu'on croit même pas. On ne croit pas que c'est possible. On dit qu'il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Mais nous, on rêve tellement quelque chose qu'on ne croit pas. Et puis à un moment donné, je me suis lancé. Je me suis dit... vous y croyez déjà quelque part, finalement. En tout cas, j'espérais. Parce que j'étais avec mes potes et puis je leur disais, un jour, tu verras, je serai champion du monde. Et ils me disaient, t'as raison. Et alors, avant de devenir pro à 25 ans, vous avez quand même été 3 fois champion de Paris en amateur. Et à côté de ça, vous enchaîniez les petits boulots. Et finalement, on pourrait presque comparer... Enfin, j'avais envie de comparer le boxeur à l'acteur qui veut devenir professionnel. On parle de rêve. Il faut rêver pour y arriver finalement. Oui, et puis parce que forcément on gagne pas, même les pros, c'est pas tous les pros qui gagnent de l'argent vraiment pour en vivre. C'est un sport qui est quand même difficile. Alors qu'on est en amateur, c'est pire. Donc forcément, fallait que je travaille. J'étais agent de sécurité au McDonald's. J'allais à l'entraînement, je m'arrangeais, je faisais des petits boulots, parce que fallait vivre, fallait payer mon loyer, mais en même temps, fallait m'entraîner. Fallait vous dédier à votre passion. Alors, vous êtes dans la lignée des champions du monde de boxe français, comme on en produit peu dans votre catégorie. Finalement, vous êtes dans la catégorie mi-lourd, poids mi-lourd, je le dis pour mes auditeurs. Il y a eu le premier, Georges Carpentier, j'ai découvert en 1920. Alors non, Georges Carpentier, c'était un lourd. C'était un lourd ? Oui. 1921, Georges Carpentier, 93, Joe Rodriguez, et 2012, moi qui tente les championnats du monde des poids lourds. C'est ça. Et avant, j'étais un lourd léger qui a essayé de devenir poids lourd. Vous faites partie de l'histoire quelque part. Ça vous fait quel effet ? Après, on se dit pas si on fait partie de l'histoire, c'est que... C'est pas quelque chose que vous formulez ? Non, on se pose pas la question. Je pense qu'on avance. On avance et on dit que l'excellence doit être une habitude et pas une action. Donc on avance, on se dit il faut y aller. Et puis un jour, vous savez, à force de faire des combats, vous êtes champion de France et au fur et à mesure, vous arrivez et puis hop, vous êtes champion du monde. Parce que vous êtes battu, on voit pas les choses arriver. Alors je rappelle, Jean-Marc Mormec, sur 43 combats, vous avez remporté 37 victoires, dont 23 par KO. Bravo. Je rappelle aussi que vous avez été champion du monde poids lourd léger WBA en 2002-2005, super champion WBA aussi 2005, 2016, 2006 et 2007, et WBC 2005, 2006 et 2007. Est-ce que ça existe le coup parfait ? Le coup parfait, on met un coup et le type il tombe, c'est le KO. Et pour moi, ça peut être ça le coup parfait. C'est ça l'excellence dans la boxe. Et puis après... Mais c'est pas que taper finalement. Malheureusement, on peut pas toujours faire le coup parfait, mais je pense que c'est la victoire. Quand on arrive à la victoire, on arrive à un aboutissement de quelque chose, ça veut dire qu'il y a tout un staff autour de soi, parce que être boxeur c'est bien, mais il faut ce staff. Il y a une équipe en fin de compte. On dit que c'est un sport individuel, mais avant c'est un sport d'équipe. Et cette équipe vous accompagne, vous encourage, et quand vous perdez, tout le monde a perdu, quand vous gagnez, et tout le monde a gagné. Mais pour moi, le coup parfait, c'est les victoires c'est les victoires qu'on a grâce à l'équipe et à l'entente de l'équipe qui fait qu'on est victorieux. Et qu'est-ce qui fait qu'on tient des dizaines de rondes malgré les plus de coups qu'on se prend dans la tête quand même? C'est impressionnant parfois ce que vous Parce qu'il n'y a jamais assez d'entraînement. On s'entraîne avec des grands, des moyens, des petits. On essaye de faire tout ce qui est possible et inimaginable parce que, en fin de compte, il y a une vraie détermination. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Enfin, si, vous savez, parce que moi, je regardais jamais les combats de mes adversaires parce que je laissais ça au coach. Mais moi, j'imaginais que l'autre, il était toujours plus fort que moi. Il avait plus de qualité qu'on pouvait le dire. Donc, il fallait m'entraîner. J'étais un fou de l'entraînement. Et ce qui fait que... Donc, finalement, ça fait oublier la douleur, en fait. Voilà. À force de prendre et à force de s'entraîner, je pense qu'après... Alors, il y a eu toutes ces victoires dont on parle, et puis il y a eu votre défaite contre l'Ukrainien Vladimir Klitschko en décembre 2012, qui met un point à votre carrière, mais aussi parce que je pense que vous l'aviez décidé. Est-ce que pour gagner, il faut savoir... je dirais juste ceci, parce que là, c'était un autre défi, c'était les poids lourds. Je ne suis pas un poids lourd, je suis monté en poids lourd volontairement. Je dis qu'il y a cette défaite avant, dans ma catégorie, c'était contre David Haye. Oui, tout à fait. Il y a eu la défaite aussi contre Odile Bell, où je prends ma revanche après le Valois. Donc voilà, pour moi, ça, c'est les vraies défaites et les vraies victoires, parce qu'il y a une revanche, il y a une défaite, et on est de la même catégorie. Là, je me suis lancé un défi, je me suis dit, mais... En combien de temps vous êtes passé en poids lourd ?
Oh, j'ai pris, je pense pratiquement, j'ai peut-être 3 ans. Ouais. J'ai travaillé, j'étais voir un docteur, j'étais voir un nutritionniste. J'ai commencé à travailler, à faire de la muscu de façon à apprendre et rencontrer des poids lourds, des grands, des mecs de 2 mètres, de 130 kilos pour pouvoir y arriver. Et puis, bon, après faire le championnat de poids lourd, on n'y croyait pas, parce que comme vous venez de le dire, c'était 1921 Carpentier, 83 Rodriguez, et ensuite 2012 moi. Ouais. J'ai tenté. Pour gagner, il faut savoir perdre en fait, aussi. C'est important. Après, être un grand champion. Je ne sais pas si on sait perdre, comme on est obligé, donc on l'accepte. Ouais, mais c'est perdre, non, je ne pense pas. Il faut juste l'accepter, c'est tout. Mais je déteste ça, je vous rassure. Ça sera le mot juste avant de vous retrouver. Merci Jean-Marc Mormec. Dans cet excellent ce soir avec vous, le champion du monde de boxe, donc Jean-Marc Mormec, qui sera rejoint dans vraiment pas longtemps par le PDG de Century 21, Laurent Vimont. C'est excellent sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent. Il est 19h14 précisément. Encore 3 bons quarts d'heure d'excellence française pour vous ce soir. Comme tous les dimanches à partir de 19h sur la radio qui vous parle vrai. À la fin de ce quart d'heure, on ira à la rencontre du tailleur parisien sur mesure, vieux de 3 générations, Camps Deluca, pendant votre bulle art et manière. Puis nous serons rejoints par le self-made man devenu PDG de Century 21, Laurent Vimont, qui va nous raconter son incroyable chemin. Mais tout de suite, on continue avec notre champion, Jean-Marc Mormec. Jean-Marc Mormec, on va se faire plaisir à quelques petits extraits encore. And Mike Tyson explodes and delivers a left to the body and the left hook upstairs and Roy Jones Jr. The former WBC world champions is a draw. Johnny Nelson, the WBO champ from England. So we head for the bell, and it looks like Jean-Marc Mormec of France has this one in his pocket. Alors, ces 3 extraits qui sont importants dans l'histoire de la boxe, on va les faire par ordre. Il y a Rumble in the Jungle, c'est le match Mohamed Ali, George Foreman en 1974 à Kinshasa. Voilà. Qui est un match qui est gagné par Ali, qui épuise Foreman, qui est quand même un énorme bœuf en le faisant courir, en fait, c'est ça. Est-ce que le noble art, c'est pas ça finalement? C'est une belle violence maîtrisée et stratégique. Oui, mais c'est une tragédie. Mais surtout en plus avec Ali, qui je pense il a révolutionné ce sport parce que c'était un poids lourd, le fait de, comme il dit, il bouge comme un papillon et puis comme une abeille. Enfin, je pense qu'après c'est toute cette stratégie de cadrer l'adversaire, essayer de lui mettre des coups à des points précis. Et comme on voit pour Foreman, il a été touché au menton. Ouais. Je pense que Foreman c'était un gros puncher, il n'avait pas l'habitude de prendre des coups. Et puis l'usure, je pense qu'avec l'usure, il a ramené l'usure, il l'a fatigué. Et alors que Ali était quand même vieux à l'époque pour ce combat et personne n'y croyait et il a gagné. Donc c'est une belle métaphore d'esprit de vie en fait, l'esprit de la boxe. Bien sûr. Ouais. Alors il y a un deuxième extrait qui est le retour de Mike Tyson, que vous avez beaucoup regardé à la télé petit, que vous avez rencontré aussi. Oui, que j'ai rencontré et puis que j'ai regardé dernièrement. C'est ça, il a fait un retour avec Roy Jones Jr. C'est 2 titans cinquantenaires qui viennent de se retrouver. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont fait un match nul. Ça fait pas un peu réchauffer quand même? Ben non, pourquoi réchauffer? Mais je pense que après c'est une mentalité américaine. Tout est possible aux États-Unis. C'est ce qui voilà, tout est possible. Il a quoi? Il a 54 ans. Je pense qu'il a toujours été, la plupart du temps, dans les faits divers. Aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est il voulait organiser des combats d'exhibition pour aider ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire, comme il dit, les drogués comme lui, les gens qui sont un peu plus loin dans la rue. Ouais. Bah, on peut pas lui en vouloir pour ça. Aujourd'hui, il a fait ce combat d'exhibition avec Roy Jones. Je pense que c'était bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce combat? Je pense que il est quand même assez vif. On voit que les coups. Il a 54 ans. 54 ans. Pour moi, il était vif. Les coups n'étaient pas portés parce qu'il n'y avait pas le droit au KO. Il y avait pas le droit. Je pense qu'il était plus en forme que Roy Jones. En tout cas, le combat que j'ai vu, il était plus en forme que Roy Jones. Plus entraîné aussi, plus entraîné. Ouais. Il a perdu 46 kilos. Donc, on perd 46 kilos, c'est qu'on s'est entraîné quand même. Après l'âge, je sais pas s'il va faire maintenant de vrais combats ou on sait pas. Pour l'instant, il a dit que c'est des exhibitions. Je soupçonne en même temps, peut-être qu'il dit ça pour revenir, mais en même temps. Est-ce qu'on peut revenir à la boxe à 54 ans?
Foreman, il est revenu. Et il est revenu champion du monde. Il bat le Michael Moore, qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que lui, et il le bat par KO. Ah ouais. Après, il y a cette catégorie. Il y a les poids lourds et il y a la boxe. Ouais. C'est carrément autre chose. Je veux dire, on voit Mike Tyson à 54 ans, on voit ce qu'il envoie quand même encore, la vitesse qu'il a. Il suffit d'un coup. Il suffit d'un coup. Ce qui n'est pas le cas d'un poids léger. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'un poids léger. Après, il y a la vitesse, il y a etc. Mais les poids lourds, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est les poids lourds, c'est la catégorie raide. Donc, moi, je suis pour de dire, faut laisser et on verra et on jugera après, peut-être dans un vrai combat et à chaque fois, parce qu'on a toujours tendance à dire il est trop vieux, mais en attendant, il y a des docteurs, il y a une commission, il y a des gens qui organisent ça, il y a eu quand même 50 millions pour organiser ce combat, c'est que il y a aussi des financiers derrière, c'est que c'est pas rien, c'est pas comme si en fin de compte qu'on est en train de jouer, il y a un enjeu. Donc si les gens, ils ont mis de l'argent... Ça fait plaisir à tout le monde en plus. Et ça fait plaisir à tout le monde. Alors il y a aussi un extrait du 2 avril 2005, qui est la date à laquelle vous étiez déjà champion du monde WBA super, donc des lourds légers. Vous affrontiez avec brio le Guyanais Wayne Braithwaite à Worcester aux USA pour l'unification des ceintures WBA et WBC. C'est une première dans l'histoire de la boxe, l'unification des ceintures ? Oui. Ouais. Oui, c'est vous qui êtes à l'initiative ? Oui, parce que moi c'était mon rêve. En fin de compte, vous savez... Comme l'appétit vient en mangeant, j'étais champion du monde des lourds légers WBA, et c'est vrai que j'ai vu un autre champion qui s'appelait Wayne Braithwaite, et je m'ai invaincu. On parle de lui à New York, et je me dis mais si je le défiais, pour moi, c'est ça ce que Mike Tyson a fait, comme Evander Holyfield aussi a fait dans ma catégorie, parce qu'Evander Holyfield était aussi ce grand champion des lourds légers. Donc, je voulais reproduire, un peu à la française, en me disant, mais si eux le font, pourquoi on pourrait pas le faire ? Donc, j'ai réunifié, puis après, j'ai tenté la 3e ceinture, et puis ce qui m'a permis de prendre la ceinture de Ring Magazine, qui est, on dit que pour moi, c'est la plus belle, puisqu'on l'avait pas eu depuis 56, depuis Alphonse Alimi, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai encore. Donc, voilà. Ça m'a permis d'obtenir ça et de faire plein de choses. Je pense que la vie, c'est des défis et il faut se donner les moyens de pouvoir les faire. Oui, c'est un défi où vous avez fait bouger des choses dans un pays qui n'est pas le vôtre, donc c'est intéressant en plus quand même. Ouais, d'être un boxeur français aux États-Unis qui fait changer les mentalités et les manières de faire. Ouais, mais après, on est là pour ça. C'est dire qu'on est capable. C'est ça votre rôle ? Aussi, bien sûr, c'est de représenter la France. Et puis, c'est une fierté aussi. C'est une fierté quand vous êtes sur le ring. Quand par exemple, le premier combat que je le fais quand Roy Jones monte en poids lourd et rencontre Ruiz. C'est le gros événement. Et puis moi, je rencontre un Ukrainien qui avait battu à l'époque Ekassi, Gurov, et qui avait mis Ekassi KO. Enfin, je vois Denzel Washington dans la salle, Jennifer Lopez, je suis dans cette réunion. Mais pour moi, c'est génial. C'est-à-dire que, limite, on me considère comme le champion du monde, alors que moi, je vois les autres sur le... Je me dis, c'est le truc incroyable. Je veux dire, c'est tout ce que donne, en fin de compte, le sport. Enfin, pour moi, le sport, en tout cas, ce que j'ai fait, tous les défis qu'on se lance. Et on se dit, c'est possible, et j'espère que d'autres le feront derrière moi, parce qu'il y a une jeunesse qui arrive et feront aussi plein de choses. On est très très pris par le temps, donc assez rapidement, je veux quand même dire que depuis que vous avez arrêté la boxe, vous êtes entré en politique. Vous avez été notamment délégué interministériel pour l'égalité des chances sous le gouvernement de François Hollande, et puis depuis octobre 2019, vous êtes délégué régional au quartier populaire de la région Île-de-France avec Valérie Pécresse. Ça consiste en quoi votre rôle, et est-ce que vous avez un message à faire passer ? Alors, au quartier populaire, c'est-à-dire je rencontre aussi les mairies, peu importe la partie politique, je les rencontre, je leur propose tous les dispositifs que la région met en place, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, ce qu'ils veulent monter. Je rencontre aussi beaucoup d'associations où on les accompagne, on les aide, et puis on rencontre les gens de quartier, pour dire que la région, elle fait pas mal de choses, elle met beaucoup de choses en place, et puis et c'est leur région, puisque maintenant... Il faut réenchanter les quartiers, en fait. Voilà, et puis là, c'est vrai que là, on a une présidente qui s'investit dans les quartiers, mais vraiment, elle s'investit parce que elle veut un peu changer les mentalités. Aujourd'hui, on voit que ça bouge par rapport à toutes les actions, et elle a créé cette délégation des quartiers populaires justement pour que ces jeunes qu'on entende leur voix. Voilà, on entende leur voix, on les écoute, on sait pour savoir ce qu'ils ont besoin, et puis on s'adapte à eux. Merci pour tout ça, Jean-Marc Mormec. On va rejoindre Charles De Luca à la tête du Tailleur pour hommes Camps De Luca dans l'art et la manière. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bienvenue sur Sud Radio, Charles De Luca. Charles. Bonsoir vous deux. Alors Charles, vous êtes à la tête du Tailleur Camps De Luca, c'est ça. C'est une histoire familiale sur 3 générations, si je ne me trompe pas.
C'est cela même. C'est mon grand-père qui a fondé cette société en 1969 avec Monsieur Camps. Oui. Et ensuite, mon père a repris la maison et je travaille avec mon père et mon frère actuellement, encore aujourd'hui. D'accord. Et c'est quoi la spécificité de vos tailleurs sur mesure exactement? Qu'est-ce qui fait que vous êtes exceptionnel? Alors, c'est un travail qui est très près du corps, qui va être précis. On va essayer de développer la poitrine. On va essayer de mettre tous les éléments que l'homme a envie de mettre en avant pour qu'il se sente bien dedans. On essaie de lui faire une armure, en fait, à ce client. Vous avez une coupe particulière, c'est la coupe. C'est la coupe. Ça va être dans le revers, ça va être dans le montage de manches. Oui. C'est plus visuellement, c'est plus facile à expliquer. Mais c'est-à-dire qu'au niveau de la manche, vous avez une petite cigarette, une toile qu'on va mettre autour de la manche pour lui donner une sorte de petit rebut, une sorte d'embut, et qui donc permet d'avoir une ligne d'épaule un petit peu plus soulignée. Après, au niveau de la poitrine, on fait une toile, donc ce qui est l'intérieur de la veste, et ça va nous permettre de développer cette poitrine pour lui donner un peu plus de volume. Donc, tout le monde a des pectoraux et des fois, on essaie de tricher et d'en donner un petit peu plus. D'accord. Vous avez un costume légendaire qui est connu sous le nom du tailleur de l'école parisienne, hein, c'est ça? Allô? C'est la coupe parisienne. C'est-à-dire que dans le monde du costume, Pardon. Dans le monde du costume, il y a trois coupes. Il y a la coupe anglaise, il y a la coupe française et la coupe italienne. Et en fait, à Paris, c'est une coupe particulière sur la structure de l'épaule et sur l'emmanchure et sur la poitrine, là où on travaille le développé du pectoral. D'accord. Jean-Marc Mormec, vous aimez les beaux costumes, hein, je suppose. Oui. Alors, est-ce que finalement, vous ne pensez pas que la précision de la technique en boxe anglaise, par exemple, elle peut être une métaphore du savoir-faire de Camps Deluca ou de toute autre expression d'un certain savoir-faire, en fait? Parce qu'on va parler d'excellence française, on en parle dans cette émission. Est-ce que finalement, c'est pas la précision, la stratégie qu'on met dans la boxe ou à faire un très beau tailleur comme ça, c'est la même? Bien sûr. Je pense que pour nous, la précision, c'est essayer de trouver le coup parfait ou en tout cas d'essayer d'abréger le combat et porter un beau costume. Moi, quand je vais voir un tailleur pour une chemise, pour un truc, c'est vrai que qu'on achète du prêt-à-porter, qu'on fait tailler un costume, c'est pas pareil. Ça donne pas le même effet. C'est ça, c'est la différence entre un champion du monde, par exemple, et un champion de France. Charles, vous êtes Charles Deluca, vous êtes une entreprise du patrimoine vivant, hein, chez Camps Deluca, c'est ça? C'est cela même. On a des savoir-faire dans le montage des vêtements qui sont une particularité. Et donc, c'est pour ça qu'on est entreprise du patrimoine vivant. Qui sont préservés, du coup, hein, il faut les préserver, ces savoir-faire. Tout à fait. On a une transmission avec des jeunes qui travaillent avec nous, qui a des apprentis, et on fait transmettre ce savoir-faire depuis 3 générations. J'espère encore plus. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage. Je rappelle pour nos auditeurs que votre site internet est le www.campsdeluca.com ou FR ou directement dans votre atelier boutique qui se trouve au 11 rue des Pyramides dans le 1er à Paris. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à vous. Sud Radio, c'est excellent, ne bougez pas. On revient avec Jean-Marc Mormec et le PDG de Century 21, Laurent Vimont. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent, jusqu'à presque 20h. Et c'est votre émission, celle qui raconte les chemins de ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression. Nous sommes ce soir en compagnie du champion de boxe Jean-Marc Mormec et du PDG de Century 21, Laurent Vimont. Bonsoir Laurent Vimont et bienvenue dans cet excellent. Merci, bonsoir. Alors Laurent Vimont, avant d'entrer dans l'immobilier en 1984, puis Century 21 en 1987, si je ne me trompe pas, entreprise d'ailleurs dans laquelle vous avez gravi tous les échelons, on va y revenir, vous avez débuté dans la vie en tant que maître nageur, c'est ça ? Enfin, j'ai débuté dans la vie en tant que manutentionnaire. Professionnel, en tant que manutentionnaire. Oui, dans une petite supérette où je mettais les bouteilles d'eau au rayon. D'accord. En seconde, j'ai vu que l'école n'était pas du tout adaptée à mon caractère et réciproquement. Mon père m'a réveillé le 2 juillet. Oui. Alors moi, je partais en grandes vacances. Il m'a dit les grandes vacances, c'est terminé. Il faut trouver un job. À l'époque, on doit être en 77, je crois. C'est quasiment le plein emploi encore. Et donc, je trouve ce job. Et pendant quelques mois, je mets des bouteilles d'eau en rayon. D'accord. C'est pas un travail enrichissant, mais ça forge le caractère. Voilà. Et alors, je vous avais entendu dire une fois que justement, ce qui était important, c'était de faire les choses bien. Donc, même être manutentionnaire dans des rayonnages comme ça, vous le faisiez bien ? Mais le but du jeu, quel que soit le job, c'est de se dire qu'il est important pour l'entreprise et qu'il peut être fait que très bien. Et donc, même quand on met des bouteilles d'eau au rayon, si le rayon il n'est pas achalandé correctement, vous êtes défaillant. Et dans tous les métiers que j'ai pu faire, j'ai considéré, mais c'est valable dans le sport, qu'il fallait être
le meilleur, ou en tout cas parmi les meilleurs, parce qu'on vous confie une mission, et quand on vous confie une mission, c'est qu'on vous fait confiance. Et donc il faut être au niveau de la confiance qu'on vous accorde, et dans le manutentionnaire que j'ai été, j'avais trouvé l'idée qu'il fallait jamais qu'il manque d'eau dans les rayons. C'était important pour l'entreprise. Alors comment vous passez de ça à maître nageur, justement ? Alors, mon père, toujours, me dit, tiens, t'es ancien nageur, inscris-toi pour passer le diplôme, ça pourrait te servir un jour. J'y vais entraînant des pieds, j'ai ce diplôme, et puis je pars à l'armée. D'accord. Et à l'armée, je croise la route d'un homme incroyable, qui s'appelle le lieutenant Leuillet à l'époque, qui me redonne confiance en moi, avec qui je finis major de promotion, et avec qui j'ai failli repartir pour 3 ans pour signer... mon engagement, parce que j'avais trouvé à l'armée des valeurs qui me convenaient bien, de discipline, de rigueur, de choses bien faites, de reconnaissance sur les choses bien faites. Et puis j'hésite et je ne re-signe pas. Et j'ai bien fait, parce que j'ai 2 camarades qui sont partis là-bas et ils sont partis au Liban. Ah, oui. Et malheureusement, dans ces années 80, au Liban, il y a un immeuble qui a été dynamité qui s'appelle le Drakkar, et un des 2 est décédé là-bas. Donc je me suis dit, tiens, j'ai peut-être une petite étoile. Et en rentrant de l'armée, je vais dans la piscine qui m'avait formé au métier de maître nageur. Ils cherchent un saisonnier de 2 mois. C'est en juillet 80, je crois, 81 pour être précis. Et puis, au bout de 2 mois, ils sont apparemment contents de ce que je fais. Il y a un ancien qui s'en va, et je reprends sa place. Et donc, je suis maître nageur pendant 3 ans avec un certain Philippe Lucas. Qui était à l'époque jeune maître nageur comme moi. C'est drôle. Qui n'était pas encore entraîneur, et avec qui on a bien rigolé, parce que la piscine m'a appris plein de choses. Le destin, ça se provoque, Laurent Vimont ? C'est une vaste question. À la piscine, par exemple, j'avais des camarades qui avaient 10 ans de plus que moi et qui me disaient « tu partiras jamais ». Et moi, je les voyais grossir. Et je voyais que le maillot qu'ils avaient devenait trop petit par rapport à leur corps. Et je me suis toujours dit, il faut que tu partes quand ça va bien. Pas quand ça va mal, ou quand on est en fin de carrière. Et j'avais décidé que je partirais. Alors ils se sont beaucoup moqués à une époque. Et puis un jour, au bout de 3 ans, j'ai considéré que mon temps était venu. Et donc j'ai commencé à chercher dans les annonces. Et puis j'ai vu une annonce. Par hasard aussi, l'immobilier ? Recherchons conseiller immobilier. Et le mot conseiller m'a accroché l'œil. J'ai postulé. J'ai rencontré Michel Trollet, qui est celui qui a créé Century21 en France en 86. Voilà. Donc, vous aviez débuté en 84 dans l'immobilier, donc comme conseiller transaction dans la société Sérim Immobilier. C'est ça, chez Michel Trollet. D'accord. Et c'est avec lui, en fait, que vous débutez le réseau Century21 en 87. C'est un des hommes de ma vie. D'accord. Voilà, il y en a eu quelques-uns, il en fait partie. Il a été d'un niveau d'exigence très élevé. C'est lui qui m'a appris qu'on mettait au même niveau l'exigence et la bienveillance. Oui. Et qu'on pouvait être bienveillant si on était très exigeant. Et Dieu sait qu'il était exigeant. Donc, comme il était en plus très bienveillant, il était encore plus exigeant. Et ces 2 caractéristiques-là m'ont appris à être extrêmement rigoureux, à être soigneux dans les détails, et puis à faire mon métier du mieux. J'aime pas le mot que je pouvais, mais mieux que tous les autres. Voilà, il fallait que ce soit impeccable, parce qu'il passait rien, jamais rien. Et donc vous participez à lancer ce réseau, finalement, vous commercialisez les franchises, c'est ça que vous faites ? En 87, moi je suis l'un des premiers vendeurs. Et vous aviez finalement jamais fait ça avant, donc il vous donne effectivement une chance incroyable. Je suis négociateur, donc j'ai quelques bases de vente quand même. Et là, on est en train de vendre le numéro 1 mondial de l'immobilier en France, où il y a 0 agence. Ce qui est un vrai paradoxe, mais un défi marrant à relever. Et Jean-Marc disait tout à l'heure, moi je suis un homme de défi, j'adore les défis, et j'ai relevé les rêves. Quitte à rêver grand, quitte à rêver autant rêver grand, ça évite de perdre ses rêves de vue. Ça c'est sûr. Est-ce que, j'ai une question que je vais vous poser à tous les deux d'ailleurs, est-ce que, Laurent Vimont, la France, est-ce que c'est un pays qui permet l'ascenseur social dont on parle tellement ? C'est un sujet actuel, ça. L'ascenseur, c'est pas possible, parce que c'est un bouton, on appuie dessus, c'est l'escalier social. D'accord. Et j'ai le sentiment que toute personne qui dans ce pays a envie de se remettre en cause, de travailler dur, d'accepter de ne pas être reconnu au début, a une chance de s'en sortir. C'est pas plus facile avant que maintenant, et réciproquement. C'est un pays magnifique où il y a des tas d'opportunités. Je sais que maintenant, avec le digital, on a accès quasiment à tout le monde, aux emails, via Facebook, Twitter. On peut parler à n'importe qui, à n'importe quel dirigeant. Donc, moi, je n'aime pas les gens qui se plaignent et qui considèrent que c'est difficile. Il faut travailler dur, très très dur, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Mormec ? Moi, je suis entièrement d'accord avec Laurent, mais je pense que les deux existent. L'ascenseur social existe pour peut-être une autre partie de la société, mais pour d'autres, c'est l'escalier social. Mais et pour revenir à Laurent, mais c'est vraiment un homme de défi, parce que il m'a aidé. Vous connaissez tous les deux. Oui, on a fait un challenge ensemble,
Et il a été là, et il m'a défié, je crois qu'il m'a même battu sur 2 trucs, mais voilà, c'est formidable. Donc je pense que c'est vraiment un homme de défi. Laurent Vimont. C'est une légende, hein. Oui, non, mais il faut être conscient qu'en face de moi, j'ai une légende de la boxe. Je suis totalement consciente. D'une humilité absolument incroyable, qui a accordé un jour de me donner une chance de venir avec lui faire un entraînement où j'ai vu un boxeur s'entraîner. Ouais. C'est impressionnant parce que on voit ces boxeurs sur un ring faire 2, 3, 4, 8, 10 rounds et parfois tomber parce qu'ils ont perdu. Mais le travail en amont, c'est un truc inimaginable. Mais, on a fait les 12 travaux d'Hercule. Je garantis, il a été à la hauteur. Les 12 travaux de Mormec, en fait. Les 12 travaux de Mormec, mais il a été à la hauteur, il a vraiment fait. Alors moi, je me disais à un moment, il va exploser. Et ben non. Et voilà. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il a aussi fait du sport. Et je pense que quand on a fait du sport, on garde toujours les trucs, l'envie, la détermination. Et ça, c'est propre à toute réussite, finalement. Mais quand on vous invite à faire un truc, il faut être respectueux de celui qui vous invite et se laisser aller à se plaindre, à abandonner ou à dire j'arrête parce que c'est trop dur. C'est pas acceptable. Et quand c'est Jean-Marc Mormec qui vous invite à Aulnay-sous-Bois faire une séance, il n'y a pas d'autre choix. À l'époque, je fumais, j'ai craché mes poumons, j'ai pleuré. Enfin, j'ai fini. J'ai arrêté de fumer après. Non, mais c'est vrai en plus. Bien, vous n'avez pas de chat dans la gorge comme moi, comme ça. Oui, ça m'arrive parfois. Mais voilà, il faut être respectueux des gens qui vous invitent et au niveau. Et ça veut dire parfois d'accepter de se faire mal. Vous financez, vous, des galas de boxe anglaise, Laurent Vimont, c'est ça? Vous êtes un passionné et c'est vraiment une histoire d'état d'esprit ou c'est une généralité sur ce sport? Qu'est-ce qui fait que vous aimez tellement la boxe anglaise? Moi, j'ai touché à ça un jour par hasard parce que je voulais pas m'en mettre en forme et faire les trucs sans objectif. Le gala, ça m'emmerdait. Et puis un jour, on m'a mis des gants et puis j'ai. Ça fait combien de temps? C'était incroyable. Et je suis allé avec Jean-Marc à Aulnay-sous-Bois et j'ai vu un truc incroyable. Il y avait des gamins, il y avait 40 gamins qui étaient assis à attendre leur tour. Il y en a un qui a commencé à broncher et l'animateur lui a dit hop, t'arrêtes, sinon on monte sur le ring. Et le gamin, directement, il est rentré dans le rang. Et en termes d'éducation, je trouve que ce sport, il est génial parce que on joue au tennis, on joue au basket, on joue à plein de sports, on joue pas à la boxe. On boxe. Et à la boxe, faut pas être deuxième. Et tout le travail en amont de préparation physique, de cardio, de gainage, de musculation et après, de technique. C'est un sport d'une technicité absolument incroyable. Et avant d'avoir le coup parfait, il faut en prendre, en manger. Et j'ai trouvé qu'il y avait une intelligence émotionnelle et relationnelle incroyable chez les boxeurs et que je finance, non pas des combats, mais je suis partenaire de gala où on a le logo au centre du ring. Et donc, j'ai pu côtoyer des boxeurs. Ce sont des gens merveilleux et il faut savoir qu'ils sont nombreux à monter sur le ring pour 500 €. Ah oui. On parle beaucoup des millions de dollars de Tyson, d'Ali et compagnie, mais majoritairement en France, des amateurs, ils montent pour 500 €. Ouais. Et toute personne qui monte les escaliers et qui passe sur les cordes mérite le plus grand respect parce qu'elle met son intégrité physique en cause. Il y a une vraie philosophie au noble art qui finalement correspond à cette excellence française dont on parle beaucoup dans cette émission. Est-ce que c'est la détermination qui fait que... Mais je pense qu'il y a une philosophie dans tout métier. Je pense aussi après la qualité des hommes. Je pense que Laurent, c'est un observateur et le fait il a fait du sport, il a fait de la natation, il a son travail, il l'a mérité aujourd'hui au point où il en est. Et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui le fait d'avoir le regard sur les autres, en regardant, en observant, et il aime les gens. Je pense que voilà, il aime les gens et pouvoir les aider, les accompagner, parce qu'il sait que c'est dur, il sait que le sport est dur en général. Et je pense que voilà, voilà, il est humaniste en disant je vais l'accompagner, je vais l'aider. Et ça, c'est beau. C'est beau, vraiment. C'est ça l'humanité. Laurent Vimont, début 2000, vous étiez vice-président de Century 21, puis vous aviez notamment présidé Naxos, la filiale informatique du réseau de spécialistes du développement de logiciels immobiliers. Vous avez créé un logiciel pour les pros, donc Home Village. Il y avait peu de monde à l'époque qui se projetait sur la nécessité du numérique. Pour être un grand dirigeant, il faut être un visionnaire aussi ? Pour être un dirigeant tout court, il faut deux qualités. Il faut être obsédé par ce qu'on fait, sinon ça marche pas. Et puis s'intéresser un peu à ce qui se passe autour de vous. Moi, ce qui a été une révélation, c'est deux histoires d'entreprises qui sont connues mondialement, Kodak et Virgin. Oui. Je lis un jour dans le Figaro que Kodak déposait le bilan et va vendre ses brevets parce qu'ils n'ont pas vu le numérique passer. Et je gratte et je découvre qu'en fait, en 97, Kodak s'intéresse au numérique. Ils ont les brevets en stock et puis confient à des experts en expertitude
l'analyse du marché du numérique. Et à l'époque, c'est 0,1% du marché. Et les experts tirent un trait avec Excel, et avec Excel, la vie est belle. Et ils découvrent que 10 ans plus tard, ils estiment que ce sera 10% du marché. Kodak, c'est de la chimie lourde, ils décident de pas changer. Ils décident de pas changer. Et cette négation du changement, elle est insupportable. Donc ça, c'est la première leçon. Et la seconde, c'est Virgin, où un jour, je passe sur les champs, le magasin, il est fermé. Virgin, référence mondiale. Virgin n'a pas cru au MP3 et à la musique sur support numérique. Et Virgin, les patrons de Virgin se sont dit non, mais ça, vous et votre Internet, laissez-nous tranquilles, ça marchera pas. Et le ça marchera pas, on a toujours fait comme avant, c'était mieux avant, c'est insupportable. Donc le dirigeant, il doit être capable de regarder ce qui se passe. L'avantage aujourd'hui, c'est que avec les digital natives, les gens de 12, 13, 16, 18, 22 ans, il suffit de leur demander comment ça fonctionne, s'intéresser à eux, les faire participer. La différence dans le management, c'est qu'il est plus pyramidal, il est transverse, et que vous devez d'être accessible, d'écouter. Moi, dans mon bureau, j'ai mis une machine à café et des bonbons Haribo pour inviter les plus jeunes à venir boire le café avec moi et raconter et vous ce les qu'ils faites font. Participer. Ils m'ont formé à Waze. Waze, je sais pas c'était moi Waze, je comprends rien. 60 ans, vous vous rendez pas compte. Et donc en permanence, il faut être comme une éponge et donner confiance aux gens pour qu'ils vous confient leur façon de communiquer et ensuite se demander à l'entreprise comment on peut l'utiliser. La synthèse, c'est que le savoir a changé de camp. Il est au bout de la main de tous les consommateurs. C'est vrai. Et donc vous n'êtes plus un sachant, vous êtes un trieur d'informations. Voilà. Et un transmetteur aussi, évidemment. Transmetteur. Jean-Marc, vous aviez envie de réagir, Jean-Marc Mormac. Mais par rapport à ce qu'il dit, mais c'est vrai, même dans le sport, faut savoir changer, il faut savoir se renouveler. Des fois, on est là, on est avec un entraîneur où on a fait une grosse partie de la carrière, et puis on reste parce que c'est de l'amitié. Et non, des fois, il faut savoir changer, il faut savoir se renouveler. C'est une impasse, vous pensez, des fois, de rester dans des situations qui durent trop longtemps? Des fois, on garde trop une amitié, une sympathie, en se disant, bon, on va faire ensemble, mais on n'y arrive pas parce qu'on a tellement l'habitude, on fait toujours les mêmes choses. Il faut savoir pouvoir partir ailleurs, apprendre et revenir, et pour être plus fort, pour être meilleur, pour transmettre, bien sûr, pour s'imprégner, parce que comme moi, je suis parti aux États-Unis, j'ai pris des coachs, des entraîneurs américains comme Richie Gachetti qui a entraîné Larry Holmes, qui a entraîné Mohamed Ali et qui a entraîné Mike Tyson. Donc forcément, ça vous permet de progresser. Vous voyez d'autres méthodes, une autre stratégie, et vous avez une autre vision après de ce sport. Et en chemin, il faut s'adapter avec le progrès. Ça fuse en studio ce soir sur Sud Radio. Merci à tous les deux et merci, mes chers auditeurs, d'écouter. C'est excellent. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Il est 19h43 et c'est excellent. C'est parti pour encore un bon quart d'heure d'échange autour de l'excellence française et de ses esprits poliformes. Ce soir, pour donc encore un quart d'heure, je suis en compagnie de Jean-Marc Mormac, le champion de boxe et l'homme de terrain, accompagné du PDG de Century 21, Laurent Vimon, pour lequel je pourrais presque utiliser les mêmes qualificatifs, clairement. Laurent Vimon, on a envie de savoir, on va parler un petit peu plus de ce qui se passe actuellement. Et comment ça se passe en général dans l'immobilier français en ce moment? Est-ce que ça reprend malgré la crise? Est-ce que c'est fluctuant en fonction des régions? Comment il se porte le secteur? Alors, l'immobilier français se porte plutôt pas trop mal, pour une raison principale, c'est que les taux sont extrêmement bas. Oui. Et contrairement à plein de métiers aujourd'hui qui sont en danger, je pense à la restauration, les bars, les restaurants qui souffrent, mais de façon importante, les agences immobilières sortent leur épingle du jeu parce que les Français consomment du logement et profitent des taux bas pour se loger. Si je prends juste un chiffre pour donner les grandes valeurs, il s'est fait 1 090 000 ventes en 2019, il s'en fera moins d'1 million en 2020, c'est moins 10%, c'est pas colossal. Énorme. Enfin, en 2008, il s'en faisait 500 000. D'accord. Voilà, donc, il y a de quoi faire. Ce qui est certain, c'est qu'il a fallu vivre pendant 2 mois et demi sans trésorerie. Le premier confinement, la saison 2 a été moins longue, elle a duré 4 semaines à peu près. Et puis, les projets se sont réalisés comme ça au final. Donc, l'immobilier va plutôt très très bien. Les prix sont aussi un peu partout en France. Ils sont stabilisés à Paris, ils ont arrêté de monter. Et sur les volumes, on est en hausse. Et par rapport à Paris, justement, est-ce que c'est vrai qu'il y a un exode massif des Parisiens vers la province? Non, c'est pas vrai. Vous avez de tout temps eu des gens qui, à 40-45 ans, avec 2 enfants, ont quitté Paris pour aller habiter à Saint-Cloud, à Suresnes. Par le confinement, là? Non, il y a peut-être eu quelques cas, mais il n'y a pas eu d'exode rural vers des villes Parce qu'on à m'a 100 dit que, par km de exemple, Paris. En Normandie, il y avait eu, les maisons étaient doublées depuis quelques mois. C'est vrai, ça, quand même. Et puis ma grand-mère fait du vélo aussi. D'accord, mais c'est pas pour rien que je vous pose la question, on entend beaucoup de choses. Non, mais il y a peut-être quelques cas, mais globalement, le marché, il fait pas plus 100% comme ça en claquant des doigts. Il y a un phénomène sur les zones touristiques comme Deauville, par exemple, où il y a une grosse demande parce que les gens achètent des résidences secondaires, ceux qui peuvent.
Oui, c'est pas sûr. la majorité des Français, Évidemment, c'est des CSP+. Donc que sur une petite niche de marché, il y ait des prix qui augmentent fortement, oui, mais dans tous les cas, il n'y a pas de biens qui ont doublé, ou alors j'ai raté quelque chose. D'accord. Et pour nos auditeurs que ça peut intéresser potentiellement d'investir, c'est un bon moment en ce moment ? Il n'y a pas bon moment pour acheter un logement. Il y a un projet, qui est un projet de vie. Alors, quand c'est pour se loger, il faut y réfléchir avant, il faut aller voir un banquier, un courtier, il faut faire un plan de financement, et puis après, il faut se mettre en quête de son projet. En général, vous avez un rêve et un budget. Il faut rentrer le rêve dans le budget, ça arrive jamais. C'est un peu compliqué. Faire des concessions, c'est une sorte de concession. Et puis après, vous pouvez investir pour votre retraite, acheter un logement, mettre en location. L'avantage, c'est que c'est un des seuls produits d'épargne, vous pouvez emprunter pour le financer. C'est vrai. Et en plus, c'est le locataire qui paye une partie du loyer. Donc, 20 ans après, le logement, il est payé, ça fait une porte pour la soif et une rente mensuelle, donc c'est un bon calcul. Jean-Marc Mormec, vous êtes, je le rappelle, donc maintenant délégué régional au quartier populaire de la région Île-de-France. Est-ce que vous pensez que la santé des quartiers passe aussi par une architecture peut-être plus liante ? Est-ce qu'il y a un problème d'architecture dans les quartiers ? Est-ce que c'est bien de la changer, justement ? Bien sûr, moi j'aimerais après, est-ce que c'est possible maintenant pour tout changer ? Mais je pense que on le fait au fur et à mesure. Je pense qu'il y a quand même des banlieues où ça a été changé. Je crois que les francs-maçons sont en train de... Je crois qu'on détruit certains quartiers, mais je pense qu'au fur et à mesure, les politiques ont compris, et puis ils veulent changer aussi cette image de cité, ces grandes tours avec les grandes bâtisses. Enfin, pour moi, c'est vilain, parce que moi j'habitais dans ces grandes tours où vous dites, vous êtes là, mais il n'y a aucun intérêt. Et je pense qu'aujourd'hui, de changer l'architecture, bien sûr, de ces gens, leur donner quelque chose d'autre de ce qu'ils ont connu, et je pense que ça peut que faire du bien, vraiment, à cette population. Vous, Laurent Vimont, vous aimez à défendre des valeurs qui vous sont chères, hein. Il y a beaucoup d'intégration sociale dans ce que vous faites, d'engagement dans la cité, justement, etc. C'est quoi vos actions concrètes, justement, pour ce genre de sujet ? Il y en a une qui est toute simple, c'est de mettre en lumière ceux qui réussissent, en arrêtant de montrer ce qui ne marche pas. L'immobilier, on y vient par hasard, on y reste par passion. Et il y a chez nous des gens qui sont black, blanc, bleu, qui ont entre 20 ans et 60 ans, qui sont des hommes et des femmes. On a la moitié d'hommes et la moitié de femmes au sein du réseau. On a plus de 400 femmes managers. Et donc, l'intégration, c'est montrer ce qui fonctionne, mettre la lumière sur les belles histoires, les mettre en avant. Et dans le réseau, je passe une partie de mon temps à faire deux choses. La première, c'est faire respecter les règles de respect des uns et des autres. Et la deuxième, c'est mettre en avant les belles histoires d'une patronne d'agence qui a démarré chez nous comme assistante, et qui maintenant a son agence, d'une dame qui vient de Moldavie et qui s'est installée, qui est arrivée en France, qui parle à peine français, qui a une agence à Anguin-les-Bains. Enfin, c'est passer du temps à identifier ce qui va, en le faisant savoir. C'est le dire aussi à ceux qui ont réussi, qui sont des exemples, parce qu'ils s'en rendent pas compte. Jean-Marc, il sait pas forcément ce qu'il incarne pour les autres, parce que c'est un garçon qui est humble et simple, et il sait pas qu'il est un exemple pour des milliers de jeunes, comme quand il a vu Ernst. Vous êtes conscient de votre rayonnement, Jean-Marc Mormec, quand même, que les jeunes vous suivent et que vous êtes un exemple pour eux ? Enfin, je sais pas après si je suis un exemple, mais vous êtes devenu délégué au quartier aussi. Je suis, moi je suis déjà sympathique. Donc, comme il le fait d'être sympathique, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien le contact humain, et je pense que au moment donné, quand on arrive, on est sportif ou entre guillemets, on réussit quelque chose, je pense qu'aussi on doit avoir une part d'accessibilité pour pouvoir être avec les gens, pour leur parler, pour leur dire mais c'est possible, quoi. Parce qu'avant, on n'a pas toujours été. J'ai été aussi ce garçon de banlieue. Comme j'ai dit, je travaillais au McDo. J'ai été aussi dans les halls, et aujourd'hui, j'ai réussi à évoluer, et ça m'a permis aussi de devenir délégué interministériel, parce qu'on a des a priori contre les politiques, en se disant ils font jamais rien pour nous, mais après si on rentre pas dans un système, on peut pas comprendre. Donc j'ai essayé, je suis rentré, et puis l'écoute est important aussi, pouvoir écouter les gens, pouvoir écouter, et puis expliquer, et puis aussi dire ce qu'on veut. Donc voilà, ce sport m'a appris tout ça. Il y a des similitudes entre la boxe anglaise et la politique, Jean-Marc Mormec. Il y a plein de similitudes. Il y en a beaucoup. Donc sauf que alors pour certains, en tout cas, en boxe, les coups ça se voit, et puis on voit qu'on est la politique. Ça dépend. Ça dépend. Mais oui, il y a des similitudes, mais je veux dire, voilà, moi j'ai pris ces postes parce que je me suis dit, au début, on se dit toujours, on a des a priori en disant mais ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais les choses ne sont pas toujours faciles. Et si on n'y rentre pas, et si on discute pas, et si on n'essaie pas aussi de faire changer les avis, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se donner les moyens. Et l'image, elle est importante. S'il y a un mot que je retiens dans ce que vous dites tous les deux quand même beaucoup, c'est la transmission.
C'est vachement important. Est-ce que, par exemple, pour les quartiers, donner des cours de boxe, transmettre l'état d'esprit du boxeur, ça pourrait les sortir du quartier, vous pensez, ces jeunes-là ? Je pense qu'après, il n'y a pas que ça. Le sport, c'est bien, mais je pense que les gens, ces jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de travailler, ils rêvent à autre chose, ils ont besoin de rêver. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être à cette région, parce que je démissionne de nombreuses délégations interministérielles pour rejoindre Valérie Pécresse, parce qu'elle veut incarner ça, justement. Elle crée ces délégations parce que pour que ces jeunes puissent dire, la plupart du temps, vous savez, quand vous habitez en banlieue, et le fait que, c'est pas parce qu'on habite en banlieue qu'on est forcément livré à l'échec, non. On fait des choses. Elle fait des choses, elle met des choses en place pour que justement que ces gens puissent dire, on est en banlieue, mais on est bien, et puis on avance et il y a des choses qui se passent. Et ça, c'est important. Cette transmission, pas seulement les cours de boxe, mais leur dire, il y a telle formation qui est organisée à la région, il y a ci à faire, il y a ça à faire, venez, on vous accompagne. C'est ça qui est pour moi qui est important. C'est de ramener. Alors on peut pas sauver tout le monde, mais en tout cas ceux qui veulent vraiment se donner les moyens et qui ont envie, il y a une région qui fait un vrai travail de terrain pour pouvoir aider ces jeunes. Et moi, ça me plaît parce que je fais partie de ce groupe. Laurent Vimont, vous, chez Century 21, c'est un peu la même chose. Quelque part, vous ouvrez la porte aux jeunes aussi pour qu'ils travaillent, ils essayent et qu'éventuellement, ils gravissent les échelons. C'est pas que les jeunes, c'est les pas diplômés, les échecs scolaires, les gens qui ont été licenciés, c'est des gens qui cherchent. Qui savent pas ce que c'est que l'immobilier, puis qui tombent dedans comme dans la potion magique et qui en deviennent absolument dingues, parce que c'est un métier extraordinaire. C'est-à-dire que on vous confie un projet de vie qui est de trouver le logement de vos rêves. Donc sur les recrutements, on est passé d'une logique de CV à une logique de skills soft skills, je sais pas comment les sens sont dit, où on recrute des gens sur les compétences. Les compétences, c'est l'empathie, c'est l'envie d'apprendre, c'est la passion. La passion, c'est un truc incroyable. Et dans les éléments importants, il faut devenir inspirant. Inspirant pour un client, inspirant pour un collaborateur. Le management, c'est faire à des gens qui se croient ordinaires des choses extraordinaires en leur donnant confiance en eux parce qu'ils n'ont pas imaginé qu'ils avaient du potentiel. Et peut-être que dans les quartiers, c'est ça le problème, c'est qu'on les regarde de haut. Mais personne ne peut vous regarder de haut, les gars, si vous vous levez. Moi, j'ai assisté à des conférences avec Alexandre Jardin, avec des gamins un peu désœuvrés. C'est difficile. C'est difficile. Ça a toujours été difficile. Mais c'est pas plus difficile pour vous maintenant qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. C'est une histoire de volonté. Voilà. Si vous avez envie d'eux, ça marchera. Peut-être pas à chaque fois. Et si vous tombez une fois, relevez-vous. C'est Jordan qui disait, quand tu tombes 7 fois, tu te relèves 7 fois. Voilà. C'est pas compliqué. On est à une époque aussi qu'on parlait de l'escalier de l'ascenseur social. Aussi, des fois, pour l'ascenseur social, des fois, il y a des gens qui arrivent, c'est des vedettes en 24 heures. Et ça, c'est pas bien, ça. Les réalités. Alors, c'est bien pour certains, mais pas bien pour d'autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de suivre cette voie. Aussi, et justement, il faut pas les perdre. Les vraies valeurs, c'est de la formation, c'est de pouvoir travailler, c'est d'avoir envie de se lever le matin et de se faire plaisir, qu'on travaille et qu'on gagne quelque chose. Alors, on en vient à la question que je pose à tous mes invités. Laurent Vimont va commencer par vous. Qu'est-ce que c'est l'excellence française, selon vous ? C'est peut-être l'amour du beau geste, du geste parfait. Moi, je suis fasciné par... je regardais un reportage hier sur des gens qui font des cloches, des miroirs, des gens qui soufflent le verre, tous les artisans français. Et à chaque fois, il y a une précision dans le geste qui vient après des heures, des jours, des années de travail, d'expérience et de choses cassées. Et pas réussi. Et ces tailleurs de verre dont j'ai vu le travail, là, il faisait un lustre de 90 kilos qui partait à Milan, mais c'est fait à la main. 100% du travail est fait à la main, de gens qui restaurent des voitures en travaillant le cuir et la carrosserie, en inventant un système pour qu'il y ait zéro défaut. Enfin, c'est l'obsession de la perfection et l'amour absolu du beau geste. Voilà comment je définirais. C'est excellent tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Mormec ? Qu'est-ce que c'est l'excellence française ? Moi, je pense que c'est vouloir transmettre ce qu'on fait, l'amour de ce qu'on fait. J'ai été le fait d'être à cette délégation, j'étais à l'Institut de la soudure. J'avais des a priori pour l'Institut de la soudure. Je me disais mais des mecs au blanc bleu de travail, mais on va souder, non. J'ai vu ces jeunes, et il y avait même des jeunes qui avaient un bac S, m'ont parlé de la soudure, avec l'amour qui transmettait le truc. C'est limite, on a envie de venir soudure. Donc j'ai essayé, moi aussi, je me suis mis un peu... Non mais c'est le fait de cette passion, pouvoir la transmettre, parce qu'on aime ce qu'on fait, donc on arrive à le transmettre. Et moi je pense que ça c'est le truc le plus merveilleux. Qu'on voit un cuisinier, la façon qu'il prépare, les goûts, les
les saveurs, et qu'on voit une assiette, et ben on se dit, mais attends, moi, j'ai envie d'être cuisinier. Enfin, c'est toutes ces choses, je pense, qui est l'excellence française. C'est ça, c'est un état d'esprit français. Exactement. Aussi, on est d'accord. Voilà. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps, et du coup, je suis contente, Jean-Marc Mormec, je vais pouvoir vous poser la question que j'avais très envie de vous poser tout à l'heure et que j'ai pas pu. En très peu de mots, vous avez travaillé avec Don King, et il y a une histoire qui tourne comme quoi il vous a séquestré. Est-ce que c'est vrai? Non, séquestration, oui et non. C'est-à-dire que il voulait que je signe un contrat, donc on est resté toute une semaine pour négocier le contrat. Donc il voulait que je fasse venir mon avocat, et moi je voulais pas. Donc je voulais négocier le contrat d'abord, et comme il pensait que j'avais pas peut-être les aptitudes de façon à pouvoir négocier le contrat, donc il m'a bloqué pour négocier le contrat. Et à la fin, je l'ai laissé faire. J'ai dit oui à tout pour lui dire à la fin, tu vois, tu te moques de moi, parce qu'en fait, je voulais faire la réunification, ce que j'avais fait des 3 ceintures. À la fin, il m'a tout mis, il m'a mis le boxeur, c'était Roy Jones à l'époque qui a rencontré Tyson dernièrement, qui était champion du monde. Donc il me met le boxeur en me disant, voilà, tu veux la réunification, Roy Jones il a les ceintures, tu la prends. J'ai tout laissé faire. Au bout d'une semaine, j'arrive, je lui dis, tu vois, t'es pas sérieux, tu te moques de moi. Il me dit pourquoi? Il me dit, je t'ai mis les 5 clauses, je t'ai mis le boxeur. Je lui dis non, mais si demain il perd, donc je rencontre pas le boxeur, j'ai pas la ceinture, donc mets-moi les titres et ensuite apprends. Voilà. Après, c'est un gros malin. Il y a cette subtilité, je pense qu'il faut comprendre. Et si on n'écoute pas, on ne prend pas le temps, on remarque pas ce détail et ces détails. Donc voilà. D'accord, donc toujours bien écouté. Et ce Don King, il a quand même créé des gens comme Mohamed Ali, enfin créé, non, en tout cas il les a promus, on va dire ça comme ça. Tous les grands champions. Vous avez travaillé avec lui que 1 an, c'est ça? Non, j'ai travaillé avec lui, j'étais en 2003, je crois, 2007 vers 2008. Non, j'ai travaillé beaucoup avec lui. Et vous avez arrêté à cause de ça, justement? Non, parce qu'après, j'avais réédifié, j'ai tout fait. Je pense qu'après, il y a un savoir des États-Unis qui est des rêves où il y a nulle part d'autre ailleurs, donc il faut les ramener. Je pense qu'ici, et je suis venu, j'ai organisé à mon tour, j'étais organisateur de mes propres combats. Et vous avez exporté l'excellence française aux États-Unis. Justement, de le dire qu'on est capable, mais aussi revenir et pouvoir transmettre ce que j'ai appris là-bas. Et je pense que c'est super important. Laurent Vimont, c'est international, l'excellence française en boxe anglaise et dans tous les secteurs, en fait. C'est comme le French Flair, comme le French Kiss, c'est connu dans le monde entier. Voilà. Il y a la French Touch, voilà. Alors, il manque la French Tech qui est apparemment un peu en retard sur la Silicon Valley, mais la France est un pays magnifique avec globalement des gens qui sont magnifiques et le savoir-faire en termes d'excellence, que ce soit un tailleur, enfin, voir un costume se dessiner, c'est exceptionnel. Donc moi, j'ai pour tous ces artisans un respect infini. Merci à tous les deux. Jean-Marc Mormec et Laurent Vimont, c'était excellent. Merci, prenez soin de vous surtout. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité à cet excellent, votre émission, celle qui crée le lien. On se retrouve dimanche prochain en direct à 19h pour écouter de nouveaux chemins excellents et incroyables. Merci à Quentin Cabanis, toujours derrière son poste là-bas, le réalisateur de cette émission, au web à Lara et Arthur, à Sud Radio ses équipes, et à France Rock et Mélo & Rock, sans qui cet excellent n'aurait pas la même lumière. Cet excellent est en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux. On se serre les coudes. C'est bientôt fini le confinement, un peu les fêtes en plus. À dimanche prochain. Je vous embrasse, c'était excellent.